It is time for you to do the Lord's work. Are you ready, Edward? I'm ready, Mama. His memories were tragic. If it weren't for me, we'd be starving. His desires were twisted. I'm gonna do it, Mama. I'm gonna punish her for her sins. His secrets were beyond imagination. You think Ed killed Colette? She's hanging in his cellar! I love you so much, Mama. Steve Railsback, Carrie Snodgrass. Hi, Mary. Truth is more terrifying than any fiction. Of course, some folks are pretty disturbed, though, you know. Ed Gein. She said, no, let me go, let me go. He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead, dead. Suspect X avec Christian Page et Camille. Radio X. Bon début de semaine sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Bienvenue à Suspect X, émission consacrée au phénomène de tueurs en série, de crimes occultes. Et il revient d'ailleurs d'un week-end chargé à Québec. Conférence samedi dernier. Petite visite aussi en studio. Très contente et toujours un plaisir de le côtoyer et de le voir. C'était comme notre visite annuelle, notre deuxième visite. Christian Page, bonsoir. Bonsoir. C'est quasiment comme la visite du Père Noël. C'est vrai, une fois par année. Puis on est toujours aussi exaltés de te voir, Christian. Les gens de Québec t'adorent. Puis ta conférence était déjà complète à quelques heures de son annonce. Là. Fait qu'on a eu vraiment du fun. Oui, effectivement. Donc, quelques heures après l'annonce de la conférence, il y a maintenant pratiquement un mois, les billets se sont envolés très, très rapidement. En fait, il y a eu tellement de demandes pour d'autres billets et que j'ai dû malheureusement le décliner. Je vais possiblement cet automne faire une reprise de la conférence sur les crimes occultes. Si des gens donc n'ont pas eu la chance d'y assister, ben, ils pourront être des nôtres cet automne. Mais cet automne, je peux déjà te dire qu'à Québec, je vais faire une conférence sur un sujet qui me passionne particulièrement. Quand on parle du paranormal, moi, je t'avoue que l'un de mes sujets favoris dans le paranormal, c'est la fraude. La fraude, parce que contrairement à ce que... C'est sûr que la fraude, on peut la déboulonner rapidement. On dit, c'est une fraude, merci, bonsoir. Mais la fraude, c'est plus que ça. La fraude, elle nous en apprend beaucoup sur la société, la façon dont l'idée a été construite. Hein. C'est un peu comme quand on regarde des émissions sur des grands vols de banque, par exemple, ou des trucs comme ça, les casses du siècle. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec quelqu'un qui va faire le casse du siècle. Mais ça fascine de savoir comment ça a été instrumentalisé et orchestré. Voilà, donc... Voilà comment les gens derrière ça ont dit, bon, voici notre cible, voici comment on va s'y prendre pour y arriver, d'autant plus si le cas s'est fait sans victime. Hein. Bon, on aime voir l'imagination déployée pour arriver, dans le cas présent, à pénétrer dans une banque ou dans une chambre forte, alors que moi, ce que je vais présenter au public, c'est comment des gens ont fait preuve de beaucoup d'imagination pour tromper toute une communauté avec soit une histoire de fantôme, une histoire d'ovni, etc. Et ça m'a toujours fasciné parce qu'on voit que très souvent, des éléments sont directement empruntés à la science-fiction ou disons, au mouvement, hein, ce qui est un peu dans l'air à cette époque-là, hein, comme le mouvement ésotérique, par exemple. Les gens c'était plus facile à convaincre de la propriété des cristaux, puis le pouvoir des pyramides et tout le reste. Oui. On était dans l'époque du Nouvel Âge. Donc, les gens adhéraient assez facilement à des escroqueries un peu de ce type-là. Et en même temps, ça nous en apprend aussi beaucoup sur nous, dans certains cas, notre refus d'accepter
la vérité, hein? C'est-à-dire qu'on veut tellement croire à quelque chose que même lorsqu'on arrive, on nous dit, ben voilà, finalement, c'était faux. Il y a des gens qui vont se mobiliser pour essayer de trouver une réponse alternative. Ouais, c'était faux, mais c'est pas tout à fait faux, hein? Il y a un ouvrage qui a été écrit il y a plusieurs décennies, qui s'intitulait L'échec d'une prophétie. Donc, on avait tout un groupe de gens qui étaient réunis autour d'une communauté qui annonçait la venue des extraterrestres. Ça ressemblait un peu à une secte, un peu du genre Raël. Ouais. On nous annonçait l'arrivée des extraterrestres, etc. Et finalement, tous ces gens-là attendaient impatiemment l'arrivée de cet événement-là, et ça ne s'est pas produit. Et au lieu d'arriver et de dire, bon, ben voilà, notre gourou est un faux gourou, puis toute cette histoire-là est fausse, ben le gourou a raconté une histoire et les gens autour de lui ont réussi à rationaliser cette réponse-là. Ils ont tout gobé en bon français. Ils ont accepté ça. La volonté de croire était plus grande que la perspective que ces gens-là avaient pu être trompés. Donc, moi, j'adore le phénomène des fraudes. J'ai écrit un ouvrage entier sur le sujet. C'est probablement... Dans tous les livres que j'ai écrits, c'est sans aucun doute mon deuxième livre favori, mon premier étant À la recherche des reliques saintes, parce que ça répond à mon envie d'histoire, là. Mais mon deuxième livre favori, c'est indubitablement Les grandes fraudes du paranormal. Et donc, j'aurai le plaisir de présenter cet automne une conférence sur le sujet. On se tiendra au courant avec la date et le lieu officiel en temps et lieu, justement. Christian, ce soir, on s'en parle avant d'entrer en ondes et on en rigole. On n'est pas des fans nécessairement de politique, surtout pas de sport. Fait que je me suis dit ce soir, et tu t'es dit aussi, un petit peu de légèreté, ça va faire du bien pour s'évader du quotidien. Notre suspect X, vous avez entendu la bande-annonce avant qu'on commence l'émission du film Le Boucher des années 2000. Oui. Le film date des années 2000. Le titre, c'est Le Boucher de Plainfield. C'est Le Boucher, mais sous-entend Le Boucher de Plainfield, qui était le surnom donné à un tueur. Mais c'est assez amusant parce que la légende du personnage est si grande qu'on a l'impression que c'est un grand tueur en série, alors qu'en réalité, on n'est pas certain qu'il soit un tueur en série, et il s'agit bien sûr de Ed Gein. Ed Gein qui a inspiré plusieurs personnages dans la littérature, dans la fiction. On pense notamment, il est derrière le personnage dans le film Psycho, hein, Norman Bates, hein, ce petit garçon à maman là, qui voue un culte à sa mère décédée, et puis il va tuer des gens qui vont au motel Bates. Donc l'incarnation, en fait, le personnage de Norman Bates est inspiré de Ed Gein. Dans le célèbre film... Le film, je devrais plutôt dire, en fait, toute la saga de films, toute la franchise de Massacre à la tronçonneuse. Oui. Il y a un personnage qu'on appelle Leatherface, qui est un tueur avec une tronçonneuse, mais qui dissimule son visage sous un masque fait de peau humaine. Donc, ce personnage-là, encore une fois, il est inspiré directement du personnage de Ed Gein. Et il y a, quand on a vu Le Silence des agneaux, hein, qui remonte à quelques années maintenant. 91. 91, dans Le Silence des agneaux, le premier volet, on recherche un tueur en série qui se surnomme, qu'on appelle Buffalo Bill. Et Buffalo Bill veut se faire un vêtement. En fait, il vole de la peau humaine pour se faire un vêtement en peau humaine. Et encore une fois, on s'inspire ici de Ed Gein. Et c'est ce qui m'a surpris le plus dans mes recherches, Christian, c'est qu'on met vraiment le tueur en série, entre guillemets, on dit supposé. Puis c'est le plus gros point d'interrogation de ce soir pour connaître notre suspect X, c'est comment ça c'est devenu une légende dans le milieu, mais qu'on n'est même pas certain qu'il est un tueur en série. En fait, c'est plutôt tout l'environnement d'Ed Gein qui est à l'origine d'une espèce de fantasme horrible. Okay. Je pense que c'est cet élément-là. Dans les faits, il faut quand même savoir que Ed Gein a été accusé et reconnu coupable de 2 homicides volontaires. Et ce sont 2 homicides qu'il a avoués assez spontanément. Oui, j'ai tué ces 2 femmes, en fait, qu'il a tuées. Une qui était la propriétaire d'une quincaillerie, magasin général à Plainfield, et une autre qui était la propriétaire, la tenancière d'un bar. Donc, il reconnaît avoir tué ces 2 femmes. C'est sûr que les autorités, le procès, on va le voir là, au cours de l'émission, mais le procès de Ed Gein a été à un moment donné avorté, repoussé. Ed Gein, comme il avait reconnu les faits, c'est un procès qui a été très rapide, 1 semaine, puis il a été reconnu coupable. Mais on n'a pas cherché à aller au-delà des 2 meurtres qu'il avait reconnus, même si les autorités
reconnaissent qu'à l'époque où Ed Gein habitait Plainfield, dans une espèce de circonférence, disons, qui est à peu près 2 heures de route autour de Plainfield, on est au Wisconsin, il y a des gens qui ont disparu dans des conditions un peu mystérieuses, et ces gens-là pourraient, je dis bien pourraient au conditionnel, avoir été victimes de Ed Gein. Mais dans le cas, on n'a pas poussé davantage l'investigation. Il y avait également des soucis économiques. On est dans une région très rurale des États-Unis. Et quand on a voulu faire le procès de Ed Gein, Gein disait qu'il il avait volé des cadavres dans les cimetières. On n'avait même pas les sous nécessaires pour aller creuser les tombes pour voir si les corps étaient encore dans la tombe. Ah, pour aller vérifier. Pour vérifier. Donc, quand Ed Gein disait telle personne, je l'ai déterré puis je l'ai amené chez moi. On faut se rappeler, on est dans les années 50. L'affaire Ed Gein, on va le voir, ça se passe au milieu des années 50. Oui, à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Oui, donc, en fait, tout ça va surtout commencer à prendre forme après le décès de sa mère, qui est à peu près à la même époque où la Deuxième Guerre mondiale prend fin. Et à partir de là, donc, Gein va sombrer dans une forme de folie. Et donc, ça pendant presque 10 ans, en fait, il va commettre ces crimes tout à fait incroyables. Et lorsqu'il va dire, je volais des cadavres, il les ramenait chez lui, on va voir un peu ce qu'il en faisait, mais les autorités n'avaient même pas les sous nécessaires pour aller vérifier si les cadavres avaient été sortis du cimetière. Et évidemment, on n'avait pas la médecine, la science médico-légale ne permettait pas de démontrer si oui ou non un doigt ou un morceau de peau trouvé chez Ed Gein appartenait à telle ou telle victime. Donc, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc, il aurait fallu pousser davantage des investigations avec les méthodes qu'on avait de l'époque. Et, comme on était dans une région très rurale, et que la possibilité également, parce que à partir du moment où on a arrêté Ed Gein, il était clair que ce type-là serait ou bien envoyé en prison le restant de ses jours, ou il serait envoyé dans un institut psychiatrique. Alors évidemment, les autorités se sont dit, est-ce que ça vaut la peine de faire un procès qui va coûter des milliers de dollars ou des centaines de milliers de dollars, qui aujourd'hui correspondraient à des millions de dollars. Ouais. Et tout ça pour envoyer un individu derrière, qu'on sait déjà que sur la foi des 2 crimes qu'il a commis, c'est suffisant pour l'envoyer le restant de ses jours derrière les barreaux. Donc on a un peu par un souci d'économie. Puis c'est pas la première fois qu'on fait ça, par souci d'économie. Il y a certains tueurs en série où on a mis de côté certaines victimes, ou des victimes qui ont été découvertes après, post-procès, si je peux dire. Et puis je peux comprendre, on comprend les familles des victimes qui se sentent un peu flouées, parce qu'elles ont l'impression que leurs proches disparus qui ont été assassinés par la main d'un tel ou d'un tel n'auront jamais eu droit à une mention particulière, n'auront jamais été reconnus comme étant l'une des victimes de tel ou tel tueur, parce qu'on a jugé de ne pas faire de procès. On en a souvent parlé, par exemple, dans un des procès qui est assez classique de cet aspect-là, c'est le procès de celui qu'on avait surnommé le Night Stalker, Richard Ramirez. Ouais. On est au début, on est en fait en 1984-1985, la grande période des crimes de Ramirez. Et après coup, une fois qu'il aurait été arrêté, il aurait eu son procès. La médecine médico-légale va permettre d'identifier d'autres victimes qui auraient été visiblement assassinées par Ramirez. Je pense par exemple à une fillette qui avait été retrouvée en 1984 pendue à un tuyau dans une maison, en fait une unité de logement à San Francisco. Et la fillette avait été violée et ensuite pendue avec un linge pendu à un tuyau. C'est son petit frère d'ailleurs qui l'avait trouvé. Et à ce moment-là, quand les autorités avaient trouvé le corps de la fillette, on avait bien identifié que sur les vêtements de la fillette, il y avait des traces de sperme, mais en 1984, il n'y avait absolument rien qu'on pouvait faire avec ça. Si ce n'est, je pense, au mieux, il faudrait vérifier avec les ouvrages de médecine légale de l'époque. Mais je pense qu'en dehors du groupe sanguin, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire avec ça. Il aura fallu, donc, il y aura eu le procès de Ramirez. On le sait, on l'a déjà évoqué, Ramirez avait aussi, au-delà de son procès pour meurtre, il y avait tout un ensemble d'accusations
de gestes à caractère sexuel sur des enfants qui avaient été commis. Avec une bonne fiche de route qui avait été mise de côté, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, et on a décidé de ne pas aller dans ce sens-là, parce qu'on savait que de toute façon, uniquement par les crimes, on enverrait très certainement Ramirez à la chambre à gaz. Donc on s'est dit, est-ce que ça vaut la peine également de faire un procès pour les jeunes, les enfants qui ont été agressés sexuellement par Ramirez? Ça les obligerait à être introduits dans un procès, à témoigner, raviver certaines douleurs, à la fois pour les victimes, mais également pour les parents de ces enfants-là. Ouais. Et finalement, pour ajouter rien, Ramirez n'a qu'une vie à donner. S'il est condamné à mort, ce n'est qu'une seule vie qu'il pourra donner. Et ça a été un peu la même chose pour cette jeune victime là, qui avait été retrouvée là, à San Francisco des années après, avec l'avènement de nouvelles techniques dans la science médico-légale. On a pu démontrer que c'était Ramirez qui avait assassiné cette fillette en 84. Mais à ce moment-là, Ramirez était déjà derrière les barreaux depuis plusieurs années. Et il attendait d'être exécuté. Il faut savoir qu'aux États-Unis, une fois que quelqu'un est condamné à mort, il peut faire de très nombreux appels. Et ces très nombreux appels vont étirer de manière, même je dirais, de manière indécente la condamnation, l'application de la peine. Et dans le cas de Ramirez, c'était tellement long, il a tellement épuisé toutes les ressources qu'il pouvait en paralysant littéralement l'appareil judiciaire, que finalement il est décédé derrière les barreaux à 53 ans. Et il était dans le corridor de la mort à ce moment-là depuis pratiquement 30 ans. Et donc, évidemment, on ne l'a pas accusé du meurtre de cette fillette parce que, de toute façon, il était condamné à mort. Mais on peut comprendre un peu cette situation et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le cas d'Ed Gein. C'est que même si éventuellement des gens ont évoqué la possibilité que Ed Gein ait assassiné plus de personnes que ce qu'il a bien voulu avouer, ça donnait rien de faire éventuellement un procès parce que, de toute façon, Gein resterait le restant de ses jours derrière les barreaux. C'est ce qui me donne... je fais une parenthèse, Christian, parce qu'on a parlé des inspirations, mais je sais que Netflix, dans la dernière année, a annoncé qu'il y aurait une série dans la même famille de Monsters, que ça s'appelle... Il y a eu Ted Bundy, il y a eu les frères Menendez, oui. Exactement. Et la 3e saison va être portée sur Ed Gein, puis c'est Charlie Hunnam qui va l'interpréter. Fait que j'ai hâte de voir ce que tu viens de mentionner, là, comment ça va être interprété et porté au petit écran. Cet aspect-là. Absolument, parce que c'est un personnage qui fascine. On va comprendre pourquoi il fascine tant les gens, ce fameux Ed Gein. Alors, de son nom complet, c'est Edward Theodore Gein. Il est né en 1906. Il va décéder en 1984. On va voir les circonstances de sa mort un peu plus tard. Toujours dans le Wisconsin, aux États-Unis. On est toujours dans le Wisconsin. Il est né à La Crosse, qui est une ville littéralement sur la frontière entre le Wisconsin et le Minnesota. Son père s'appelle George Philip Gein, c'est un alcoolique. C'est un homme également violent. Il tient un petit commerce, mais en fait, le commerce, c'est une épicerie, mais en fait, l'épicerie, c'est plutôt l'œuvre de Augusta Wilmin née Lurkey, qui est la mère de Ed Gein, qui est donc Madame Gein. C'est une femme qui est une luthérienne, et on la qualifie de très religieuse, pour ne pas dire une bigot. Hein? Et donc, c'est l'idée de l'épicerie, c'est d'abord elle. Ça fonctionne plutôt bien. Hein? D'ailleurs, cette petite épicerie qu'elle a ouverte à La Crosse, son mari, l'a bien mentionné, il va de petit boulot en petit boulot, il fait un peu de représentation sur la route, c'est un alcoolique, il arrive difficilement à garder ses emplois, et donc on s'en remet surtout au travail de l'épicerie à La Crosse qui rapporte un peu d'argent. D'ailleurs, cette épicerie, on l'a ouverte, la famille Gein l'a ouverte en 1906, l'année même où est né d'ailleurs Ed. Et à ce moment-là, Ed a un seul frère, Henry, qui est né 3 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, qui est son frère Henry. Donc, on a la petite famille Gein, mais Madame Gein, Augusta, elle voit vraiment dans la ville, faut ne jamais perdre d'idée, le fanatisme religieux d'Augusta, qui va jouer un rôle très important sur le développement psychologique d'Edward. Ce que l'on constate, c'est que déjà, elle voit d'abord
Elle développe une haine viscérale envers son mari. Hein. Elle rêve qu'il meure. Elle prie tous les soirs pour qu'il meure. Mon Dieu. Et elle inclut pratiquement dans ses souhaits la mort de ses garçons aussi. Hein. Il y a comme une espèce... Est-ce que c'est une haine des hommes? En fait, c'est très difficile à comprendre quelle est la position d'Augusta Gain, parce que il faut savoir que non seulement elle déteste son mari, elle va détester éventuellement ses garçons, et qui plus est, lorsque ces garçons vont arriver à l'âge un peu de l'adolescence, où ils vont un peu regarder les femmes, etc. Et elle voit dans toutes les femmes, à part elle, bien sûr, elle voit dans les femmes toutes des putains. Hein. Pour elle, c'est le monde dans lequel on vit est un monde rempli de pécheurs. Son mari est un pécheur et elle sait que ces garçons, même alors qu'ils ont 5 ou 6 ans, elle sait qu'ils deviendront forcément, par leur développement, ils deviendront eux aussi des pécheurs. Et donc, elle brandit, elle a toujours une Bible sous la main, puis elle leur tend la Bible, leur lit des passages. C'est vraiment, c'est presque caricatural. Hein. Quand on voit dans des films des trucs comme ça, on se dit c'est un peu caricatural, mais pourtant, c'est bel et bien dans cet environnement que se développe un peu, que passe en fait la petite jeunesse de Ed Gein. Et éventuellement, en 1914, Augusta, qui voit dans la Crosse une ville de plus en plus en perdition, elle décide finalement de vendre commerce et d'aller s'installer du côté de Plainfield, qui se trouve à peu près à 2 heures de route de la Crosse. On s'éloigne un peu de la frontière du Minnesota. C'est une région excessivement rurale, hein, c'est un tout petit village. Il y a à ce moment-là, au moment où la famille Gain va s'installer dans le secteur, il y a à peu près 640 habitants dans le village. Ils vont acquérir une très grande ferme, hein, on parle de 80 hectares. C'est très, très gros comme terrain. Et la ferme se trouve là. Monsieur Gain continue un peu de faire son commerce, un peu d'itinérance, de vente comme ça. Et Madame Gain, elle voit plutôt au travail des champs avec ses enfants. Donc, l'affaire se passe plutôt bien, mais encore une fois, hein, Augusta Gain garde un œil sur ses garçons, elle essaie de les isoler, et on les décrira plus tard comme étant des jeunes qui étaient... comment je pourrais dire, très introvertis. Hein? Ils n'avaient pas d'amis. Renfermés sur eux-mêmes. Oui, ils ne pouvaient pas sortir de la ferme. Ils n'étaient pas autorisés à amener d'autres garçons à la ferme. On est vraiment dans un univers excessivement clos. Là. J'ai lu que Ed était réputé pour être une personne très timide aussi, même à l'âge adulte. Oui, absolument. Hein. Il y a visiblement des carences dans son développement social. D'ailleurs, on dira plus tard, c'est assez amusant parce que quand on va décrire Ed Gein, on voit souvent la description de Ed Gein, c'est un peu l'idiot du village, hein, parce que les gens de Plainfield n'ont jamais vu en Ed Gein le monstre qui se cachait derrière lui. Hein. Les gens étaient surpris. Et quand on leur disait, ben voilà, Ed Gein est un tueur, Ed Gein a fait ceci, est un nécrophile, les gens sont un peu surpris parce que Ed Gein, on va souvent le décrire comme un peu l'idiot du village. Okay. Mais en réalité, c'est pas l'idiot du village. Je dirais que c'est plutôt le marginal. Il n'est pas très très vite, mais de là à dire l'idiot du village, c'est un peu gros à mon avis. Hein. Il est plutôt marginal. Il y a visiblement des lacunes là, dans ses développements intersociaux, bon, etc. Mais les gens lui font confiance. On lui demande parfois de garder des enfants quand on a du travail à faire, soit pour émonder des arbres ou encore faire des pelouses, peindre des bâtiments. On demande à Ed s'il veut bien le faire. Et c'est un individu, hein, je me rappelle avoir vu des entrevues où les gens disaient tu payais Ed Gein $1 puis il te donnait pour $1.50 de travail. Hein. C'était vraiment un type qui était très travaillant. Okay. Mais c'était un marginal. Comme tu le mentionnes si bien, hein, il était très renfermé sur lui-même, peu de contact. Et d'ailleurs... ça va jouer sur son développement. En 1919, alors que Ed Gein est en l'équivalent de la 7e année à l'école, sa mère décide de le retirer de l'école parce qu'elle prétexte qu'elle a besoin de lui aux travaux de la ferme. Et à ce moment-là, à partir du moment où Ed est retiré de l'école, il vient
on vient de le retrancher de tous les contacts sociaux qu'il a en dehors de la ferme. Donc là, il est visiblement, l'unité se limite à Augusta, le père, et Ed et son frère aîné Henry. Donc, et ainsi de suite, ils vont vers l'adolescence. Je dirais que Henry, le frère aîné, est peut-être plus éveillé, c'est-à-dire qu'il voit un peu le contrôle parce que Augusta contrôle tout. Okay. C'est vraiment une marâtre. Et elle contrôle tous les aspects de la ferme, incluant tous les aspects qui touchent son mari, qui touchent ses enfants. Et bien, évidemment, tu comprends que la situation devient parfois explosive. Hein? Donc, M. Gain va s'en prendre physiquement à sa femme, mais elle est aussi très rapide pour retourner les coups. Donc, c'est vraiment un milieu qui est assez sordide. Impulsif. Oui, un milieu très impulsif. Et Henry, Ed, lui, développe un culte sans nom pour sa mère. En même temps, c'est assez étrange parce que quand on regarde les nombreux ouvrages qui ont été écrits sur Ed Gain, on est souvent en présence d'un sentiment amour et haine. Hein. Par certains aspects, on a l'impression que Gain en veut beaucoup à sa mère. Mais en même temps, il est clair qu'il y voue un culte sans borne. Et puis donc, en 1940, le père de Ed Gain, George, décède d'une insuffisance cardiaque. On dira plus tard que c'était associé à son alcoolisme. Mais encore là, tu vois, il pourrait s'agir. Hein, quand on dit Ed Gain, combien de meurtres a-t-il commis? Ouais. La mort de George Gain reste un peu étrange. Hein? Donc, il décède apparemment d'une insuffisance cardiaque. On dit, c'est parce qu'il était alcoolique. Mais ça ne sera jamais clair. Hein? Certains auteurs et les biographes diront éventuellement que Gain a peut-être tué son père à la demande d'Augusta. C'est donc Augusta qui priait littéralement au quotidien pour que son mari meure. Ben là, ouais. Il est mort. Tu sais. Donc, ça va plutôt bien. À la même époque, donc on est toujours au début des années 40. C'est une période très difficile, hein, comme tu l'as mentionné. On est à ce moment-là, c'est encore la Deuxième Guerre mondiale qui déchire l'Europe. Les Américains sont pas encore impliqués dans le conflit. On le surveille de loin. Hein. Les Américains vont vraiment s'impliquer dans le conflit à partir de 1941, hein, à partir de l'attaque surprise des Japonais sur Pearl Harbor en décembre 41. Mais à ce moment-là, la guerre fait rage. Débuté en Europe et on les suit de loin. Hein. Donc, on suit les avancées. À ce moment-là, c'est des avancées très inquiétantes des armées d'Hitler. Et donc, dans ce début des années 40, la mère d'Ed Gain va être victime d'un ACV qui va la laisser en partie paralysée. Mais Ed est à ses côtés, il s'en occupe, il est là à tous les instants et évidemment, ça ne fait que solidifier le lien entre Ed et Augusta. Et à ce moment-là, ça devient de plus en plus, on voit qu'il y a comme un élément qui commence à se dégrader. D'abord, le père est décédé. Il n'y a plus à la ferme que Augusta et les deux garçons. Mais en même temps, Henry, le frère, lui, il commence à être un petit peu plus vieux. Hein? Il commence à sortir, commence à fréquenter des gens et il fait des petits boulots en ville, bien sûr. Hein. Il n'a pas un métier particulier, mais il fait des petits boulots, tout ça. Et on raconte qu'il fréquente des femmes. Et il a même, à un moment donné, là, à cette époque-là, Henry fréquente notamment une femme divorcée. Oh non, aux mœurs légères. Deux enfants. Ah, ça se fait pas. Donc, aux yeux d'Augusta, ça ne peut être qu'une putain. Ah, là, faut le rappeler, c'était très mal vu là, de se divorcer un, puis après ça, de fréquenter des gens en mariage. Voilà, donc il est là, et puis qu'il y a des enfants en plus, mon Dieu. Donc, pour Augusta, là, c'est un peu... elle a l'impression que tout son enseignement religieux, toute la moralité, hein, je mets ça entre guillemets, là, mais toute la moralité qu'elle a voulu imposer à ses garçons vient soudainement d'en prendre pour son rhume avec le fait que l'un de ses fils fréquente cette femme divorcée avec des enfants. Et, encore là, un incroyable coup de chance, en mai 1944,
alors qu'Augusta est en partie paralysée, donc c'est pas elle qui peut être l'assassin, mais il y a un feu qui va ravager, il y a un marécage qui est à l'ouest de la ferme des Gaines, et il y a un feu qui ravage le marais en question. Et là, donc, les pompiers sont appelés sur place. Finalement, un feu de broussailles se transforme en un incendie de champ, etc. Donc, on va réussir à éteindre les flammes. Et ce soir-là, après que les flammes se soient éteintes, Ed va se présenter au bureau du shérif et dire, ben voilà, avez-vous vu mon frère? J'ai plus de traces de mon frère depuis l'incendie, etc. Et finalement, on va retourner sur place et on va retrouver au milieu des herbes brûlées, on va retrouver le corps de Henry. Il est décédé. Le médecin légiste, encore une fois, on est dans les années 40, il faut comprendre, si la médecine légale est assez sommaire à l'époque, le médecin n'est pas certain s'il est mort. En tout cas, le corps ne présente pas de brûlure. Et c'est assez amusant parce que Ed dit au policier, je n'ai pas revu mon frère depuis l'incendie. Mais Ed, et c'est lui-même qui accompagne les policiers à la ferme, ils s'en vont vers le terrain où il y a eu l'incendie plus tôt dans la journée et il amène littéralement les policiers au pied du corps de son frère, comme s'il savait où se trouvait le corps. Ouais. Donc c'est très litigieux. Donc le corps est amené à la morgue du comté et puis... le médecin légiste, quand on regarde le rapport, il mentionne qu'il n'y a pas de brûlure sur le corps de Henry Gaines et qu'il est possible qu'il soit décédé par asphyxie. Mais il n'y a pas une certitude absolue, donc on classe la mort comme étant une mort accidentelle et sans plus. Alors à ce moment-là, tu comprends qu'il n'y a plus à la ferme, là on vient de créer le noyau, là, les deux pôles. Il n'y a plus que Ed et sa mère qui occupent la ferme. Et pour Ed, le monde va s'arrêter le 29 décembre 1945. Donc on est quelques mois après la fin de la guerre. La guerre s'est arrêtée en mai 1945 et sa mère est victime d'un deuxième ACV. Et elle décède, là, comme je l'ai mentionné, le 29 décembre 1945. Ed Gaines se retrouve seul, il a 39 ans à ce moment-là, et son monde littéralement s'écroule avec le décès de sa mère. Et là, il sombre dans une folie incommensurable. Et on ne va le découvrir finalement que quelques années après ces événements-là, 7 ou 8 ans après les événements, parce que ce que l'on sait, ce que l'on va découvrir, on va revenir un peu sur l'après, mais on sait qu'à ce moment-là, Ed va commencer, il développe des fantasmes nécrophiles. Okay. Et quand je dis nécrophile, entendons-nous, hein, il développe une fascination pour la mort, pour les femmes également, hein, des femmes d'ailleurs dont le mis à part peut-être celui de sa mère, dont il s'est occupé, encore une fois, quelle était l'intimité? Est-ce qu'il allait jusqu'à laver sa mère? Ouais, c'est sur la limite quasiment d'une relation incestueuse. Voilà. Mais il développe cette obsession-là. On ignore si Ed Gaines a eu des relations sexuelles avec les cadavres. Okay. Mais il est certain qu'il y avait une dynamique sexuelle dans les cadavres qu'il volait dans les cimetières. Et on va voir un peu où ça menait, là. Mais donc, on sait qu'à partir du moment où sa mère décède, il va d'ailleurs, dans la ferme qu'il habite, qui est assez grande d'ailleurs, il va condamner la pièce où vivait sa mère. Hein, et il ne retournera plus jamais dans cette pièce-là. Elle est littéralement murée. Oh, ce sont les policiers qui vont découvrir la ferme en question lorsqu'ils vont faire les recherches nécessaires là, pour retrouver les corps disparus, mais on y reviendra. Mais la pièce, à ce moment-là, elle est fermée et elle va le demeurer jusqu'en 1957. Donc, et Ed ne retournera pas dans la ferme. Donc, on sait qu'il lit les chroniques nécrologiques à ce moment-là et qu'il va visiblement, lorsqu'il voit qu'un corps a été inhumé et qu'il s'agissait du corps d'une femme, il n'y a pas vraiment... Pour Ed Gaines, il n'y a pas vraiment une notion de est-ce que c'est une femme jeune, jolie ou non. Il n'y a pas vraiment cette notion-là pour Gaines. Pour Ed Gaines, l'important, c'est surtout que ce soit des femmes. Son obsession, ce sont les femmes. Et peut-être est-ce qu'il voit aussi là-dedans l'idée de la pécheresse que lui a imposée sa mère. Est-ce qu'il a l'impression qu'il a le feu vert pour malmener ces corps-là, les soumettre à tous les outrages parce que ce sont forcément des putains, comme disait sa mère. Mais bref, à ce moment-là, donc, il développe cette obsession.
Et puis, là où la chute va se produire, on est le 16 novembre 1957, il y a une certaine Bernice Worden, elle a 58 ans, c'est la mère d'ailleurs du chef des pompiers de Plainfield, donc elle a un magasin qui est un peu une quincaillerie, magasin général, elle disparaît assez mystérieusement, donc sa disparition en fait, elle est découverte parce que des clients arrivent au magasin et on est en fin d'après-midi et on se bute à une porte close. Avec de retour dans 15 minutes, là, mais que la personne ne revient jamais. Ne revient jamais, donc on s'inquiète un peu de ça. Et le fils de Mme Worden, le fameux chef des pompiers, à ce moment-là, c'est la période de la chasse aux États-Unis, et on sait qu'il est parti en chasse, donc dès qu'il revient en début de soirée, on lui dit, est-ce que ta mère avait prévu quitter, parce que on essaie d'aller au magasin, puis on se bute à la porte close. Lui qui a les clés, il va entrer dans le commerce et là, il va trouver le commerce sans dessus-dessous. Il y a des objets qui ont été renversés et, plus inquiétant, il y a du sang, notamment du sang derrière le comptoir. Donc, et là, évidemment, on comprend qu'il y a probablement eu crime. On appelle la police. On va retrouver aussi des billets, de l'argent qui étaient éparpillés sur le sol. On appelle la police. Et au moment où les policiers sont là à enquêter dans le magasin, en fait, on essaie de prendre le plus d'indices possible. Il y a des gens qui disent avoir vu, plus tôt dans la journée, la camionnette d'Ed Gain qui était stationnée devant le magasin. Et quand on fouille, on voit dans le registre que Ed Gain avait apparemment commandé 2 flacons d'antigel. En fait, il les a fait mettre de côté, il était venu, il avait demandé combien coûtait l'antigel et Mme Worden avait mis de côté les deux gallons d'antigel avec marqué au côté Ed Gain. Donc, Ed Gain semble, encore là, à ce moment-là, on n'a aucune idée, là. Pour les gens de Plainfield, là, il est impossible de s'imaginer ce que les policiers vont découvrir. On est à quelques heures d'une des découvertes les plus monstrueuses de l'histoire du crime aux États-Unis et personne à ce moment-là ne peut imaginer que Ed Gain est lié à ça. Mais bon, c'est un peu, comme je l'ai mentionné, c'est un peu le marginal de la place. Peut-être pour certains un peu l'idiot du village, mais Ed Gain, on a vu sa camionnette devant. Peut-être le dernier client avoir été là sur les lieux. Donc, on veut voir un peu ce qui se passe. On se dit, est-ce que Ed aurait vu quelqu'un dans le magasin? Peut-être Ed Gain a-t-il vu, et s'est-il buté à une porte close lui aussi? Ou bien a-t-il vu un autre client dans le magasin? Pourra-t-il donner de l'information? Donc, les policiers décident de se rendre à la ferme de Gain. Lorsqu'ils arrivent sur place, Gain n'est pas là. La ferme est plongée complètement dans le noir, il n'y a aucune lumière et rien du tout. Donc les policiers débarquent, font le tour de la ferme, ils ont des lampes torches et ils vont entrer. Il y a juste derrière la ferme, il y a la maison de ferme elle-même, mais cette maison a comme des tentacules pratiquement qui sont des petits hangars, des remises, des bâtiments où on met de l'équipement agricole. Et l'une de ces remises qui est attenante à la maison, c'est un dépôt de bois. C'est là qu'on range le bois, qu'on coupe le bois, puis on met les cordes de bois. Ouais. On entre là-dedans. Et on est dans l'obscurité, alors on peut imaginer la scène, le policier a une lampe de poche, il entre, il regarde autour de lui et en reculant, il y a quelque chose qui le frappe dans le dos. Il se retourne et là il voit le corps de Mme Worden, une femme de 58 ans. Elle est pendue par les pieds, d'ailleurs il existe des photos de ça. J'avertis les gens, âmes sensibles. C'est le bout crunchy de notre épisode. Voilà, bout crunchy. Donc, il se retourne et là, il est face au corps de Mme Worden. Elle est pendue tête en bas. Elle a été décapitée. Elle a les jambes écartées. Gain l'a littéralement ouvert du pubis jusqu'au milieu du sternum. Il l'a littéralement éviscéré. Donc, comme on ferait avec un animal, on a l'impression là, qu'il aurait appliqué la même technique pour dépecer un chevreuil. Là. Mais là, il a dépecé Madame Bernice Worden. Et là, à ce moment-là, on comprend qu'on est dans une situation tout à fait monstrueuse. Donc, on entre dans la maison et là, les policiers vont découvrir à l'intérieur de la maison un fouillis, mais indescriptible, d'une malpropreté là, répugnante. Là.
Quand on regarde des émissions, des fois, on voit dans des émissions où on nous dit « Ah, voilà, les gens qui sont des collectionneurs impulsifs, là, des ramasseux impulsifs. » Oui, ceux qui ont le syndrome de Diogène. Ouais, ça devient comme insalubre, ou encore des appartements, parfois, que des propriétaires récupèrent après que des clients, des locataires aient déguerpi, on les retrouve dans des états là, tout à fait sordides. Ben, Gain, prenez ça et multipliez-le par 100. Là. C'est incroyable comment cette maison-là est d'une malpropreté. En fait, Gain n'a jamais refait le ménage depuis la mort, visiblement, de sa mère, pratiquement 10 ans plus tôt. Donc, c'est incroyable. Et là, en entrant, ben, on va rapidement découvrir des choses qui sont tout à fait monstrueuses. On va trouver des abat-jours faits de la peau humaine, des rideaux, des gants. Écoute, j'ai devant moi la liste. Je vais la donner parce que c'est un petit bout de crunchy, puis les gens aiment ça, des petits bouts de crunchy. Bon, OK, j'ai la liste. Est-ce que tu as aussi des photos? On ne mettra pas ça sur la page Facebook, rassurez-vous tout le monde, là, mais est-ce que Oui, j'en ai quelques-unes, oui. OK. Écoute, bon, je te décris ce que dans le rapport de police qui est écrit. Hein? Oui. Bon, squelette complet et os disparates. Okay. Poubelle fait de peau humaine. Des chaises recouvertes de peau humaine. Des crânes sur les montants de lit. Des crânes de femmes cousus ensemble, des bols faits avec des crânes, un corset, ça c'est probablement l'objet qui a le plus fasciné les amateurs, là, on parle de Ed Gein, c'est ça qu'on voit immédiatement. Il s'était fabriqué un corset fait d'un torse d'une femme, des épaules à la taille, incluant les seins. Il s'était fait également des jambières faites de peau humaine, masques faits de la peau de figure de femme, un masque fait avec le visage de Mary Hogan, parce qu'il faut dire que lorsque les policiers fouillent la maison, donc ils trouvent évidemment le corps de Madame Warden qui est pendu dans la remise à bois, mais en fouillant, ils vont trouver un sac en papier, et dans le sac en papier, ils trouvent un masque d'une femme, qui est celui de Mary Hogan, qui est disparue quelques années plus tôt. En fait, c'est une femme de 53 ans. Elle est disparue le 8 décembre 1954. C'était la tenancière d'un bar à Pine Grove, qui est une localité voisine. C'est une femme qui était plutôt bien en chair, mais c'est une femme qui était d'une très, très grande vulgarité. Là. Une tenancière de bar, mais ce que les gens retenaient de elle, c'était elle jurait comme un charretier. Est-ce que Gain a vu en elle l'image même de cette putain dont il décrivait sa mère? Mais peu importe. Elle a disparu dans des circonstances étranges en 1954, donc 4 ans plus tôt, 3 ans et demi plus tôt, et on n'a jamais entendu à nouveau parler d'elle. Et là, donc, en fouillant dans le sac de papier, on trouve un masque fait avec la peau de son visage, et on va trouver également sa tête, mais sans le visage, hein, donc écorché. On va trouver sa tête dans une boîte en carton. Donc, on sait donc à ce moment-là qu'au moins Gain a tué 2 personnes, c'est-à-dire il a tué clairement Mary Hogan, cette femme de 53 ans en 1954, et puis Madame Warden, la tenancière de ce magasin général qui vient juste de disparaître. Donc, on trouve ce fameux masque fait avec la peau du visage de Mary Hogan. On trouve le crâne de Mary Hogan dans une boîte. La tête de Bernice Warden, donc la femme pendue dans la remise à bois, on la retrouve dans la même remise à bois, mais dans une boîte à côté. Séparément, c'est ça qu'il faut. On a trouvé des bribes un peu partout. Ouais. Là. On va trouver le cœur de Bernice Warden dans un sac de plastique devant le poêle d'Ed Gein. Donc, on ne sait pas s'il avait l'intention éventuellement de le cuisiner. OK, le poêle comme la cuisinière, là. Oui, c'est ça, devant la cuisinière. On va trouver 9 vulves dans une boîte à chaussures. On va trouver également une robe de jeune fille qui est décorée de 2 vulves, mais clairement des vulves d'adolescentes, hein, donc des jeunes filles impubères. À l'époque, là, les hormones n'étant pas tout à fait la même, parce qu'à l'époque, il y avait moins d'hormones dans la nourriture. Les filles avaient un développement plus tardif, mais le médecin légiste, visiblement des adolescentes d'à peu près 13 à 15 ans à peu près. On va trouver, et ça aussi, ça va marquer l'imaginaire, une ceinture faite de mamelons de femmes cousus les uns aux autres. On va trouver 4 nez, une paire de lèvres servant de poignée à un store d'une fenêtre,
un abat-jour fait avec de la peau d'un visage humain et puis une boîte remplie d'ongles de femme. Ça laisse sans mots. Oui, et là-dedans, quand on parlait tantôt des fameuses, les jambières qui s'étaient fabriquées avec la peau humaine et ce fameux torse, hein, cette camisole, si je peux dire, faite de peau humaine avec les seins de femme, on sait également que Ed Gein s'habillait avec ça, se coiffait également de ces masques de femmes et il y avait les pubis de femmes qu'on a trouvés, il y avait comme une espèce d'attirail après qui permettait à Gein de les porter. Donc on peut imaginer là, le spectacle un peu navrant et pathétique de cet homme qui s'habillait avec des restes de femmes, avec des masques, des corsets en fait de peau humaine avec des seins et qui se mettait également des pubis de femmes et qui devait déambuler dans la maison chez lui. Est-ce que évidemment, on ne comprendra jamais. C'est monstrueux, là. On s'imagine ça, on se dit, mais voyons, c'est massacre à la tronçonneuse. Oui, effectivement. Et on ne comprend pas la psychologie de Gein. Est-ce qu'il faisait ça dans le but de garder présent autour de lui sa mère? Est-ce qu'il avait l'impression, en s'habillant d'une femme, qu'il pouvait s'incarner dans le rôle de sa mère? Ouais. Hein? Ou qu'il aurait voulu être une femme. En 2025, on pourrait dire qu'il s'identifiait peut-être plus comme femme, puis il essayait d'en devenir une, mais de la façon la plus sordide qu'on n'a jamais entendue, là. Oui, peut-être. Et tu sais, on regarde le film, le classique de Hitchcock, hein, Psycho. Ouais. Quand on voit Norman Bates, hein, il s'habille. Hein, dans la réalité, Ed Gein n'a pas déterré sa mère. J'ai souvent entendu ce récit-là. Il avait déterré sa mère, il l'avait ramené chez lui. Non, ça, c'est dans le film Psycho qui fait ça. Mais dans la réalité, Ed Gein n'a pas fait ça. Il n'a pas déterré sa mère pour la ramener chez lui. Mais est-ce qu'il avait l'impression, s'il ne l'avait pas avec lui dans la maison, est-ce qu'il avait l'impression qu'en s'habillant de cette manière-là, il pouvait incarner sa mère qui était partie? Un peu comme lorsque Norman Bates emprunte la voix de sa mère, puis il parle avec la voix de sa mère, il la rend vivante autour de lui, et qui plus est, Norman Bates a le cadavre de sa mère dans la maison. Dans le cas d'Ed Gein, sa mère n'est pas là, mais est-ce que ces parties de corps forment une espèce de substitut? Écoute, je ne suis pas psychologue, psychiatre, c'est sûr que Ed Gein, on comprend que il continue de fasciner les gens parce que c'est une psychologie tellement tordue. Donc, on trouve tous ces restes de corps-là. Gein est arrêté le même soir, évidemment. On le met dans la prison du comté. On lui explique qu'on a trouvé ces horreurs au pluriel ça chez devait lui. Tellement... Comme moi, j'ajoute par-dessus ceux qui sont déjà sur le bord de vomir, l'odeur. Ça devait être terrible. C'était intenable. Les gens, les policiers qui en ont parlé, les déclarations qu'ils ont faites à la presse, c'était intenable. D'ailleurs, des gens de Plainfield vont raconter aux journalistes qu'à quelques reprises, lorsqu'ils allaient chez Ed Gein, à la ferme de Gein, après la mort de sa mère en 1945, Gein ne les laissait jamais entrer dans la ferme. Hein. Ces gens-là, s'ils allaient voir Ed Gein, par exemple, pour lui demander un service, est-ce que tu peux venir peindre la clôture chez moi? Gein sortait de la maison, allait vers ces gens-là et parlait avec eux. Et encore une fois, c'est sûr que Gein était, disons, d'une hygiène douteuse. Mais on n'en faisait pas. C'est un vieux garçon, il vit dans une ferme, donc il ne devait pas prendre un bain tous les jours, il se sentait mauvais, mais bon, on n'en faisait pas trop de cas. Mais quand on découvre l'intérieur de sa maison, il existe des photographies, les policiers ont pris des photos de l'intérieur de la maison, et c'est vraiment un capharnaüm indescriptible. À l'image de quand tu as mentionné des gens qui cumulent des objets, des fois le bain est rempli, fait que l'hygiène est complètement négligée, ça devait ressembler à ça, là. Oui, absolument. Et il faut se rappeler que dans la ferme des Gein, il n'y avait pas de l'électricité, il y avait de l'électricité, mais il n'y avait pas d'eau courante, tout le reste. Okay. Tout ça avait été laissé un peu à l'abandon. Et bon, on s'imagine les conditions dans lesquelles il devait vivre. Et à ce moment-là, donc, Gein est arrêté le soir même, il est placé à la prison du comté, il refuse de parler. Hein, il s'enferme dans un silence, et puis éventuellement, 2 jours après, quand il est placé devant les évidences, parce qu'on lui dit tout ce qu'on a amené, tout ce qu'on a découvert, qui est ramené, qui lui est présenté, Gein demande, c'est assez étonnant, il demande à manger une tarte aux pommes. Et là, en échange d'une tarte aux pommes, il va faire des aveux complets. On lui donne sa tarte aux pommes. Ouais.
Alors qu'il mange sa tarte aux pommes sans le moindre... c'est vraiment un personnage hors norme. Inébranlable, c'est ça. Sans aucun remords, entre chaque bouchée de sa tarte aux pommes, il raconte toute cette folie, comment il déterrait les corps, comment il s'habillait avec les peaux. Il reconnaît spontanément qu'il a assassiné à la fois Mme Hogan, qu'il a assassiné Mme Warden. C'est les 2 seuls meurtres d'ailleurs qu'il va admettre. Tous les autres corps, dit-il, ce sont des corps qu'il a déterrés dans les cimetières, qu'il a ramenés chez lui et qu'il a utilisés comme ça pour faire des abat-jours, recouvrir des tables, faire des masques, se faire des vêtements. Donc le 22 novembre 1957, Gain est officiellement accusé et puis il est on l'envoie en attente de son procès dans l'hôpital psychiatrique de One Pound qui se trouve toujours au Wisconsin, dans une ville voisine. Et là, on veut faire une évaluation des traitements psychiatriques. C'est intéressant parce que ici, les gens sont tellement choqués par ce qui est découvert. Puis en fait, Ed Gein est unique. On ne trouvera pas vraiment dans l'histoire du crime américain, on ne trouve pas des trucs aussi sordides, aussi monstrueux. Par chance, comme quand chez même. Gein. Tu sais, des vêtements faits de peau humaine, un type qui s'habille avec ça, qui se met des pubis de femmes, puis se promène la nuit à la pleine lune. Il y a comme quelque chose de complètement fou là-dedans. Et puis donc, évidemment, les gens veulent un procès. Ils veulent voir Gein au bout d'une corde. On veut le lyncher, là. C'est très clair. Donc, le procès... On se dit donc, on va y faire un procès. Le procès va se tenir dans le comté de Waushara, dont dépend la ville de Plainfield. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, on est vraiment dans une zone très rurale. On n'a pas beaucoup de sous. Gein a déjà avoué aux autorités qu'il avait commis 2 meurtres et que tous les autres corps proviennent de cimetières. Le procureur, à ce moment-là, et l'avocat de Gein dit que ça ne vaut pas la peine d'investir davantage de sous pour faire ouvrir des tombes. Qui plus est, les aveux de Gein eux-mêmes sont suffisamment importants pour l'envoyer derrière les barreaux, donc ajouter des victimes serait tout à fait inutile. Mais on dresse une liste de possibles victimes. J'ai mentionné plus tôt que Henry George Gein a peut-être été assassiné par son propre fils à la demande de sa mère. On sait également que le frère aussi a peut-être été tué lors de ce pseudo-incendie accidentel sur la ferme. Ouais. Ensuite, on sait qu'il y a une certaine Georgia Wickler, une fillette de 8 ans qui est disparue le 1er mai 1947 à Fort Atkinson, qui se trouve au sud de Plainfield. Elle est disparue dans des conditions étranges. Et Ed Gein avait été vu à ce moment-là à Fort Atkinson le même jour. On a un certain également Victor Harold Travis, un homme de 41 ans, et Raymond Burgess, 43 ans. Les deux ont disparu le 1er novembre 1952 à Plainfield. On a une certaine Evelyn Grace Hartley, une adolescente de 15 ans qui est disparue le 24 octobre 1953 à La Crosse, qui est la ville où est né Ed Gein et où il allait à l'occasion. Et puis un homme de 32 ans, James Walsh, disparu le 1er juin 1954 à Plainfield. Ces gens-là sont inscrits sur une liste comme étant de possibles victimes de Ed Gein. Encore une fois, il faut préciser que on est en 1957, la médecine médico-légale ne permet pas de déterminer si le petit bout de peau qui a été utilisé pour recouvrir une chaise provient de l'une ou l'autre de ses victimes ou s'il provient de corps découverts dans un cimetière, on ne le sait pas. Et c'était peut-être pas que des femmes non plus, comme on peut le constater aussi. Voilà, donc dans le cas de Gein, alors qu'il est formellement accusé, on va faire un procès, on l'envoie quand même... on décide quand même de l'envoyer pour une évaluation psychiatrique pour savoir dans quelle mesure on peut l'amener en procès. Et à ce moment-là, toujours un peu étrange la tournure des événements, mais la ville de Plainfield, comme Ed Gein n'a pas d'enfant et que sa mère est morte, son frère est mort, son père aussi, et en même temps, cette maison qu'on qualifie un peu de la maison de l'horreur, on se dit, on va s'en débarrasser assez rapidement. La ville de Plainfield annonce bientôt qu'une fois qu'elle sera débarrassée de son contenu macabre, il n'est pas question de vendre la ceinture de mamelon, là, on ne vendra pas ça. Mais bon, sa voiture est mise en vente et on veut vendre également la ferme. Et on annonce que la vente de la ferme se fera par une vente aux enchères le 30 mars 1958. C'est fou, moi j'aurais brûlé ça, là, Christian. Là. Et tu as eu l'idée...
t'as eu l'idée que quelqu'un a eu aussi, parce que là, donc, on annonce que la maison sera vendue aux enchères le 30 mars 58. Mais et là, déjà, il y a une rumeur qui circule que des promoteurs souhaitent acheter la maison pour en faire un musée de l'horreur. Oh non, on va utiliser la maison d'Ed Gein. Et le 20 mars, donc 10 jours avant la fameuse vente aux enchères, un incendie inexplicable ravage la ferme de Ed Gein, qui est réduite en cendres. Et tu comprends que le chef des pompiers, c'est Monsieur Warden, le fils de Madame Warden, assassiné par Ed Gein. Ah, il était pas pressé d'aller chercher de l'eau, hein? Et ouais, il n'était pas pressé d'arriver sur les lieux pour éteindre l'incendie. Donc, la ferme de Gein est détruite. La voiture de Gein, qui aura quand même été vendue, va circuler pendant un temps. Elle sera exhibée dans une espèce de foire ambulante. Donc, les gens vont payer pour se faire photographier dans la camionnette d'Ed Gein, comme on le fait pendant un temps avec la voiture de Bonnie and Clyde. Mais honnêtement, j'ignore ce qu'elle est advenue, cette fameuse voiture de Ed Gein. Éventuellement, le procès, il va y avoir une espèce de semblant au début de procès qui va se tenir. À ce moment-là, le procureur va se raviser, il va accepter d'ouvrir au moins 2 tombes que Ed Gein a pointées du doigt comme étant des tombes où il a pris des cadavres. Et en ouvrant ces tombes, elles se révèlent effectivement vides, ce qui vient confirmer le récit d'Ed Gein. On se dit qu'il n'est peut-être pas utile d'aller plus loin. Il faut quand même mentionner qu'on a trouvé, les médecins, la médecine légale a permis quand même d'identifier qu'il y avait dans les restes humains trouvés chez Ed Gein, si on exclut les 2 victimes connues, les 2 femmes, donc la tenancière de bar et la tenancière de ce magasin général, Madame Warden, si on exclut ces 2 victimes, on va trouver les restes d'au moins 13 autres personnes. La médecine légale ne permet pas de déterminer si ces 13 autres personnes sont essentiellement des femmes, mais on est en mesure d'identifier au moins 13 autres corps. Gein va pointer du doigt 2 tombes où il dit avoir sorti des cadavres. On va ouvrir ces tombes qui vont se révéler effectivement sans dépouille. Donc on comprend que le récit de Gein est vrai. On juge qu'il est inutile et il serait trop coûteux d'ouvrir toutes les tombes où Gein dit avoir volé des cadavres ou s'être adonné à des gestes tout à fait inqualifiables sur les corps. Et est-ce qu'il y a, c'est une question un peu technique, mais est-ce qu'il y a une juridiction ou du moins une permission à demander aux proches des personnes décédées? Oui, hein? Bien sûr. Oh, absolument. Et d'ailleurs, c'est un des arguments qui est avancé par le procureur. On ne veut pas soumettre les familles à ce contexte-là. Okay. Et crois-le ou non, on va même garder en partie secret le nom des victimes qui ont été prises dans les cimetières, tant et si bien que pendant un temps, et aujourd'hui on connaît le nom de ces victimes, mais pendant un temps, parce qu'elles figuraient sur la liste du procureur, le procureur va garder secrète cette liste-là, et les gens de la région de Plainfield ne sauront pas si des membres de leur famille ont été volés, violés et mutilés par Ed Gein. Donc, ces gens-là, on leur évite le choc d'apprendre que leur fille, leur tante, leur épouse a peut-être été déterrée et amenée chez Ed Gein pour finir finalement en abat-jour. Comme dit l'adage, qu'on ne sait pas, ça fait pas mal. Voilà. Éventuellement, Gein a son procès. On veut un procès pour Ed Gein. Donc, il y a un procès. Et Gein est rapidement déclaré responsable. Mais ça ne satisfait pas entre guillemets, la jurisprudence. On a l'impression que c'est trop facile pour dire « le type était fou ». Alors, le procès de Gein se termine dans une situation un peu ambiguë. Le procureur ou le juge dit « Ed Gein est inapte à subir un procès pour aliénation mentale pour le moment ». Donc, pour le moment, ça ne ferme pas la porte et éventuellement qu'on pourra le rejuger s'il devient mieux. Et donc, on l'envoie dans un institut psychiatrique. Et s'il devient mieux, il arrive pratiquement 10 ans plus tard. On est en novembre 1968. Les médecins disent que Ed Gein est apte à subir un procès cette fois. Il comprend la portée de ses gestes, il comprend dans quel monde un peu imaginaire il s'était réfugié et les faits parlent d'eux-mêmes.
Donc, le procès est assez court, assez expéditif, moins d'1 semaine. Gain est déclaré coupable de 2 meurtres prémédités. On n'inclut pas dans les actes du procès vol de cadavres, mutilation et tout le reste. On le juge essentiellement sur les 2 meurtres prémédités. Et il est condamné pour ces crimes, mais il est renvoyé en institut psychiatrique parce que son médecin décide de faire appel, son avocat décide de faire appel. Il y aura donc un nouveau procès. Et à ce nouveau procès, Ed Gain sera éventuellement déclaré non coupable, mentalement irresponsable. Et là, cette fois, il est envoyé de manière définitive. Il n'y a pas d'appel possible. Il est envoyé dans un hôpital qui est en même temps une prison, qui est le centre carcéral de Dodge à Weapon, où éventuellement des médecins vont le diagnostiquer comme souffrant aussi d'une schizophrénie, atteint d'une schizophrénie. Et Ed Gain décède en 1984 d'une insuffisance respiratoire, mais il faut dire qu'à ce moment-là, il souffrait déjà d'un cancer de l'intestin en phase terminale, donc il était condamné. Et comme on l'a mentionné tout au long de l'émission, c'est difficile de faire un profil de Ed Gain parce que c'est un personnage complexe et l'horreur dans lequel son fantasme l'entraîner est tout à fait inqualifiable. Et on sait, pour l'avoir mentionné en début d'émission, qu'il est le personnage qui aura inspiré le personnage de Norman Bates dans Psycho, Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, ou Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Et il y a fort à parier que Ed Gain va encore continuer de faire parler de lui et certainement inspirer d'autres personnages monstrueux du cinéma. Tant que ça reste de la fiction. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va faire du récit de notre suspect X avec la série Netflix qui s'en vient. Je pense qu'on commence à tourner ça cette année pour une sortie en 2026. Je me souviens plus exactement de l'échéancier. Il y a aussi Autopsie d'un tueur en série, un livre qui est en vente un petit peu partout dans les bonnes librairies, qui parle de Ed Gain. Fait que si vous voulez avoir la version plus roman, il y en a des fois qui aiment ça, peut-être pas avoir les images ou la liste d'épicerie que Christiane a mentionné graphiquement. Là, avoir ça en plein visage. Je me rappelle, quand j'avais fait la série sur les tueurs occultes, j'ai rencontré Harold Schechter qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Deranged, Dérangé, qui est un ouvrage qui est consacré notamment à Ed Gain. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai eu droit à l'ensemble de toutes les photos qui ont été prises chez Ed Gain. C'est un peu troublant. Également, la fameuse liste d'épicerie, là, c'est plus étendu que ça aussi. On détaille chacune des pièces, puis ce qu'on trouve dans chacune des pièces. Et petit détail un peu assez amusant. Quand on a fait le film dont on a parlé, le boucher de Plainfield, les réalisateurs, producteurs ont fait appel à des spécialistes des effets spéciaux québécois en Twin FX qui ont fait les effets spéciaux. Et à un moment donné, alors que j'étais chez Twin FX, un des frères, c'est les frères Gosselin qui dirigeaient ça, un des frères Gosselin m'arrive comme ça, puis il dit « Devine ce que c'est! » Il a me tend au bout du bras la fameuse ceinture de mamelons cousus les uns aux autres. Tu sais. Là, je regarde la ceinture, puis j'étais convaincu que c'était comme une espèce de question piège, mais il a été surpris, il me regarde, il dit « Sais-tu ce que c'est? » Je dis « Oui, c'est la ceinture d'Ed Gain. » Et là, il dit « Franchement, Christian, on peut pas te prendre de revers. Hein? » Mais c'était très... Pour l'avoir eu entre les mains, je peux te dire que c'était très réaliste, c'était à s'y méprendre. Mais quel personnage assez monstrueux que ce Ed Gain, et encore une fois, je pense qu'il mérite sa place au panthéon des monstres américains lorsqu'on parle des tueurs en série, même si cet aspect de tueur en série n'est souvent accordé qu'après 3 meurtres. On ne peut qu'en reconnaître que 2 à Ed Gain. Mais bon, le reste de ses crimes, c'est si monstrueux que je pense que ça lui donne un sauve-conduit pour le reste. Je suis d'accord avec toi et probablement que les auditeurs aussi. Mesdames et messieurs, c'était Ed Gain, notre suspect X de la soirée. La semaine prochaine, on est de retour en territoire québécois. On descend aussi d'un cran, là. On est quand même dans une injustice qui s'est passée à Québec même. La semaine prochaine, on s'attaque à Alexandre Bissonnette. Christian, je te remercie beaucoup pour l'épisode de ce soir et on se dit à lundi prochain. À lundi prochain. Ciao. Bye.